Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on pose une question simple. Est-ce que Warhammer 40 000 est trop compétitif dans sa 10e édition? Alors, qu'est-ce qu'on entend par du jeu compétitif? On parle pas forcément des tournois, en tout cas, moi, c'est pas forcément comme ça que je l'envisage. Ça peut aussi être simplement jouer avec ses amis, mais en utilisant un schéma de terrain officiel, Games Workshop ou WTC, utiliser les missions secondaires Paria Nexus, utiliser le scoring officiel Games Workshop avec les missions principales définies par Games Workshop, les dernières règles et les derniers points qui sont sortis. Si on utilise tout ça, ça peut suffire à rendre une partie compétitive puisqu'on utilise tous les outils que Games Workshop a créés pour les tournois. Donc ce que j'entends moi en général par compétitif, c'est ce que j'appellerais le jeu pour gagner. Le but du jeu n'est pas forcément de raconter une belle histoire, de faire une belle partie ou juste de jouer avec ses amis, c'est de gagner, de faire le meilleur score possible. Donc ça commence à la construction de listes où on choisit les unités les plus efficientes, on fait le maximum de combos, on ne choisit pas les unités qu'on aime le plus, les unités qu'on trouve les plus jolies, les unités qu'on trouve les plus fun avec des règles aléatoires ou amusantes, on prend les unités qui feront le plus de dégâts ou qui rempliront le mieux leur rôle pour le moins de points possible. Et ça continue durant tout le jeu en faisant des mouvements qui sont peu naturels, comme par exemple en étirant une unité pour qu'elle puisse prendre 2 objectifs d'un coup, ou en prenant des décisions qui n'ont aucun sens narratif, comme se replier d'un combat au corps à corps qu'on est en train de gagner pour aller s'installer à 6 pouces d'un bord de table et marquer des points de secondaire. Ça, c'est du jeu compétitif. Donc est-ce que Games Workshop a un focus? Est-ce qu'ils sont concentrés sur le jeu compétitif? Mon opinion, c'est que oui, l'opinion de pas mal de monde en ligne, c'est que oui, en effet, ils sont très orientés là-dessus. D'abord, Games Workshop publie un document qui s'appelle le Tournament Companion. C'est une sorte de liste de règles et de principes qui sont à part du livre de règles de base que l'on peut acheter ou dont on peut avoir les règles sur l'application mobile. Ce guide, il est conçu pour organiser des tournois. Il n'est pas fait pour être utilisé en jouant entre copains. Il est fait pour jouer des tournois. Il précise certaines combinaisons de missions principales et de différents positionnements de ruines sur une table, de patrons de table, pour positionner ce terrain, et il ajoute des règles supplémentaires sur le déploiement des réserves. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir arriver des réserves après le 3e tour, c'est que dans le Tournament Companion. Ça ne fait pas partie des règles de base du jeu, ça n'est que pour le jeu en tournoi. Vous n'êtes pas obligé de jouer comme ça avec vos amis. Le problème, c'est que c'est un positionnement qui est très ambigu de la part de Games Workshop. Parce que par exemple, les cartes de mission qu'ils sortent, les cartes Paria Nexus ou les cartes Léviathan en début d'édition, on peut les considérer comme indispensables au jeu. Ce sont les missions qui vont vous permettre de marquer des points de missions secondaires. Je connais peu de gens qui jouent sans ces cartes. Et pourtant, ces cartes, elles sont conçues pour être utilisées avec le guide de tournoi. Les errata pour ces cartes se trouvent dans le Tournament Companion. Donc si on veut connaître les dernières modifications des règles de ces cartes de mission secondaire, il faut utiliser le guide de tournoi. Ce qui semble indiquer que ces cartes sont faites pour jouer en tournoi. Le problème, c'est qu'en jeu amical, sans ces cartes, on a un jeu qui peut être assez peu intéressant. Les missions principales, en se mettant debout sur un objectif, n'apportent pas beaucoup de variété. Ces missions secondaires, elles sont beaucoup plus amusantes, surtout quand on joue en mission tactique, donc on tire ses cartes au hasard à chaque tour. Ça permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de variété dans les parties. Je connais personne qui joue sans ces cartes. Le problème, c'est que ces cartes, elles sont vraiment conçues pour être jouées avec le guide de tournoi. Donc ça pousse automatiquement les parties à être jouées de manière compétitive, en utilisant les règles du guide de tournoi, même dans une partie qui n'est pas dans un tournoi. Alors, Games Workshop a aussi sa propre émission qui s'appelle MetaWatch, qui est un regard très succinct sur les taux de victoire et sur les passes d'équilibrage que Games Workshop va appliquer au jeu. Souvent, ils annoncent quelles armées vont recevoir par exemple un nouveau détachement. C'est ce qu'ils ont fait avec les Drukhari quand ils ont reçu le détachement Sky Splinter Assault. Ils ont expliqué que le détachement actuel correspondait pas à tous les styles de jeu et qu'ils en voulaient un nouveau. Ils expliquent quelles armées vont recevoir un nerf, vont avoir des hausses de coûts en points par exemple, ou avoir des modifications de règles. Quelles armées vont être boostées. Par exemple, ils avaient annoncé que le Mechanicus allait avoir un gros boost. Cette émission, elle n'est pas clairement orientée que pour les joueurs de tournoi. La méta autour de Warhammer 40 000, elle fait partie du jeu, même dans le jeu amical. Donc dans cette émission, ils ne montrent même plus maintenant les pourcentages de victoire en tournoi qu'ils utilisent pour faire cet équilibrage. Ils discutent simplement de l'équilibrage qu'ils vont faire, mais ces pourcentages de victoire ne sont même plus indiqués maintenant. Et en plus, cette émission, elle est publiée sur leur chaîne YouTube Warhammer, qui est grand public, et sur les pages Warhammer Community, donc visible de tous, pas spécifiquement pour les organisateurs de tournois ou pour les joueurs de tournois. C'est un autre aspect du focus compétitif de Games Workshop pour Warhammer 40 000. On a aussi l'aspect mise à jour des règles et des points.
Games Workshop met à jour ses points et ses règles de manière assez régulière. On peut comparer ça à un patch que recevrait un jeu vidéo. C'est plutôt moins fréquent que des patchs de jeux vidéo, mais on en a quand même pas mal. En général, les points sont mis à jour chaque trimestre, parfois plus souvent. Lorsqu'on a un codex qui sort, les points sont mis à jour en dehors du codex. Et puis on a une mise à jour des règles dans ce qu'ils appellent la Balance Data Slate, je sais plus comment ils appellent ça en français, la plaque d'équilibrage, quelque chose comme ça. Normalement, ils en publient 2 par an, mais le rythme n'est pas parfaitement défini. Là, par exemple, on va en avoir une en décembre, et je crois que ça fera 3 pour cette année. Maintenant, il y a du positif et du négatif à tout ça. Pour certaines personnes, cette mise à jour est trop régulière et demande trop de suivi. Devoir revoir des nouvelles règles de jeu tous les 6 mois, pour certaines personnes, c'est trop. Devoir suivre des mises à jour de points tous les 3 mois, pour certaines personnes, c'est trop. Et il est clair qu'on ne peut pas jouer en utilisant les anciens points ou les anciennes règles contre quelqu'un qui utilise les nouveaux points et les nouvelles règles. Les règles sont aussi distillées dans beaucoup de documents différents. On a une mise à jour des core rules, des règles de base. On a aussi la FAQ et commentaires de règles, qui en général peut être entièrement ignoré jusqu'à ce que vous vous posiez une question, puisque ce sont souvent uniquement des mises à jour qui concernent les gros transpi de tournois qui vont essayer d'exploiter chaque erreur de formulation de règles pour aller trouver la petite bête. Donc Games Workshop corrige ça dans ce document. Ce document, il est plus long que les règles de base à aujourd'hui et il répond à des questions complètement stupides où la réponse est évidente instantanément à n'importe qui, sauf qu'ils sont obligés de l'écrire parce qu'en tournoi, si c'est pas écrit, on peut faire ce qu'on veut. Et puis on a aussi les changements qui sont faits aux index ou les errata qui sont appliqués au codex, qui sont dans d'autres documents encore à part. Alors, en théorie, quand on utilise l'application officielle de Warhammer 40 000, on peut suivre tous ces changements de règles et tous ces changements de points directement dans l'application. Le problème, c'est que c'est imparfait. Par exemple, si vous regardez la fiche d'unité d'un capitaine Space Marine, sa règle dit toujours qu'il peut utiliser un stratagème pour 0 CP. La règle a été mise à jour dans une Balance Data Slate récemment qui indique qu'en fait ce n'est plus 0 point de commandement, c'est -1 point de commandement et qu'on ne peut pas réutiliser un stratagème qu'on avait déjà utilisé auparavant. Ça, si on n'a pas lu la Balance Data Slate, on ne sait pas. Et donc j'ai joué avec un ami qui ne suit pas régulièrement les règles, qui était persuadé qu'il pouvait encore le faire. Et j'ai dû aller chercher le document pour lui montrer que ça n'était plus possible. Donc c'est assez mal géré de ce point de vue-là. Les règles numériques, elles sont là, elles sont mises à jour dans l'application. Le vrai problème, c'est qu'elles ne sont pas correctement mises à jour dans certaines fiches d'unité et dans certains points, ce qui fait que c'est pas clair du tout, et là il y a un vrai travail à faire de la part de Games Workshop. Ce qui est certain, c'est que ces mises à jour de règles et de points régulières, c'est un autre aspect du focus sur le jeu compétitif, puisque Games Workshop veut que les gens aient un jeu qui soit relativement équilibré. Alors on l'a vu dans la toute première vidéo de la chaîne, le jeu il est globalement équilibré entre chaque armée, pas vraiment équilibré au sein d'une armée, puisque l'équilibre interne des codex et des index est plutôt mauvais pour pas mal d'armées. Maintenant, on a aussi le format légende qui est utilisé par Games Workshop pour un peu mettre certaines unités aux oubliettes. Alors, la seule restriction d'une unité légende, c'est qu'elle n'est plus utilisable en tournoi. Mais vous pouvez à 100% les utiliser en partie amicale sans l'accord de votre adversaire. Le seul point noir, c'est que vous n'aurez pas de mise à jour de règles ou de points pour ces unités, mais elles sont parfaitement jouables, vous n'avez pas besoin de demander à votre adversaire si vous avez le droit d'utiliser votre unité Forge World qui a été mise au rebut, si vous avez le droit d'utiliser votre Mecha Dread Orc ou vos Terminator Deathwatch, c'est 100% légal dans les parties contre vos amis. Malheureusement, Games Workshop ne fait pas les choses correctement, puisque d'une part, les règles pour ces unités légendes ne sont pas dans l'application officielle Warhammer. Il n'y a pas de moyen de les ajouter à votre liste d'armées, ou en tout cas s'il existe, je ne l'ai jamais trouvé. Il est donc assez compliqué de faire une liste avec des unités légendes, puisqu'il faut en gros, si vous utilisez l'appli officielle, vous créez votre liste, et puis vous laissez volontairement un trou en points pour les unités qui vous manquent. Par exemple, moi, quand je fais une liste Dread Mob, je prends un Mecha Dread parce que je trouve ça vraiment marrant, avec 2 gros canons, donc je sais que je me laisse 210 points de libre dans ma liste, et ensuite, quand je joue, je dois aller chercher les règles du Mecha Dread ailleurs que sur l'application qui me sert à regarder les règles de toute mon armée. Il y a aussi beaucoup de gens qui considèrent que les unités légendes n'existent plus, même si elles sont légales. Pour eux, si c'est passé en légende, il n'y a plus de mise à jour de points, donc ça vaut pas le coup, donc autant pas y toucher, et autant essayer de les revendre ou de les mettre dans une boîte. Je partage pas cet avis, mais je peux comprendre qu'on l'ait. Et puis il y a des alternatives évidemment qui permettent de passer outre ce problème des règles dans l'application, notamment Battlescribe ou je pense une meilleure application qui s'appelle New Recruit, qui a un site web mobile qui permet de synchroniser ses listes d'armées. Le problème c'est que l'application n'est pas du tout ergonomique. Là on me fera pas croire que l'application Games Workshop est moins bien faite que New Recruit. New Recruit est
très dur à utiliser, et c'est quelqu'un qui a bossé pendant 12-13 ans à développer des applis mobiles et des sites web qui vous le dit, cette ergonomie est horrible, elle n'est pas mise à jour aussi rapidement ou aussi complètement que l'application officielle de Games Workshop, même s'il y a clairement des améliorations à apporter à celle de Games. Et puis il y a aussi des erreurs. Sur New Recruit, il y a des équipements qui ne sont pas prenables, des équipements qui ne sont pas disponibles, ou des configurations d'unités qui devraient être possibles qui ne le sont pas. Il y a des erreurs dans certains coups en point. Donc c'est pas aussi fiable que l'application officielle, ce qui pose problème pour jouer les unités légendes. Et puis le dernier point qui accentue encore ce focus sur le compétitif, c'est tout ce qui est contenu en ligne. La grande majorité des contenus disponibles en ligne qui partent de Warhammer se concentrent sur le compétitif ou reprennent des axes compétitifs pour parler du jeu au global. Même cette chaîne que vous êtes en train de regarder, concrètement, on a déjà mentionné, je pense, dans plus de la moitié des vidéos, des sujets qui parlent du jeu compétitif. Alors que moi, je ne suis pas compétiteur, je ne joue pas en tournoi, je m'y intéresse, mais voilà, c'est pas mon point d'orgue particulier, moi je serais plutôt un défenseur du jeu narratif. On parle tout le temps sur ces contenus de « cette armée est forte, cette armée est mauvaise, cette armée a été nerfée, cette armée a été buffée », et en général, tout ça n'est basé que sur les victoires en tournoi, qui sont des chiffres qui ne correspondent pas du tout à la réalité des parties de 99% des gens. Par exemple, si on regarde les Drukhari, qui récemment se sont fait nerfer dans la dernière passe d'équilibrage sur le changement en points, ils se sont fait nerfer parce qu'ils avaient 56% de taux de victoire en tournoi. Le problème, c'est qu'ils sont joués par 3 très bons joueurs en tournoi, qui gagnent tout, et qui boostent artificiellement le taux de victoire, parce qu'en fait, il y a peut-être 10 personnes dans le monde qui jouent Drukhari en tournoi. Ces 3 joueurs ont boosté le taux de réussite, et comme ils prenaient beaucoup d'incubes, cours de l'Archonte et Archonte, ces unités ont augmenté en points. Le problème, c'est qu'en jeu amical, avec des gens qui jouent normalement et qui ne sont pas des experts du mouvement, du déplacement, du stratagème, ces unités, elles étaient déjà limites, et là maintenant, avec l'augmentation du coût en points, elles deviennent moins intéressantes. Ce qui fait que maintenant, les Drukhari, en partie amicale, sont devenus assez compliqués à jouer, parce que ils coûtent trop cher en points, vous avez concrètement perdu une unité sur la table par rapport à ce qu'il y avait avant, et c'était pas mérité, puisque entre les mains de gens normaux qui ne sont pas des experts de cette armée ou de tournoi, l'armée n'était pas excellente. Et puis les joueurs ont tendance de toute façon à se concentrer sur l'aspect compétitif du jeu. Pourquoi ? Parce que Games Workshop encourage beaucoup cet aspect du jeu, comme on l'a vu avec tous les éléments que eux mettent en place. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème ? Parce que oui, certes, Games Workshop se focalise sur le compétitif, mais est-ce que c'est vraiment un souci ? Alors, c'est pas forcément un problème si on aime bien le jeu compétitif, si on aime le jeu le plus équilibré possible. Je dis pas le jeu équilibré parce qu'un jeu comme Warhammer ne sera jamais 100% équilibré, c'est impossible. On parle de figurines où l'aspect extérieur de la figurine joue un vrai rôle sur la visibilité, la capacité de tirer ou la portée. Donc fatalement, il faudrait que Games Workshop conçoit ces figurines en gardant en tête que la dimension de la figurine ou le fait qu'une arme soit tendue ou non joue sur certains éléments du jeu. Donc c'est impossible. On ne peut pas équilibrer un jeu comme ça à 100%. Par contre, ils veulent essayer de l'équilibrer au mieux. Et ça a des effets pervers. D'abord, les tables de jeu. On n'est pas obligé de jouer avec les patrons de table de Games Workshop. Jouer avec des tables parfaitement symétriques, comme présentées ici, comme sont présentes dans le Tournament Companion, où on a des ruines en L, des décors qui sont pleins, sans fenêtres, où on peut monter aux étages, mais on voit pas à travers de toute façon parce que la ruine, elle est pleine, avec des patrons sous chaque ruine pour délimiter la taille exacte de là où on peut voir à travers ou pas. Ça manque de saveur, ça manque de réalisme et ça manque de fun. On raconte plus une bataille, on met en place un plateau de jeu comme on mettrait en place un jeu de loi. On mesure chaque positionnement de chaque élément super précisément, et on a des tables qui ressemblent ni à une ville en ruine, ni à une cité ruche, ni à un monde factorum, ni rien du tout. On a un plateau de jeu qui est fait pour jouer un jeu vraiment de base, un jeu de société presque. Deuxième effet pervers, toutes les actions en jeu, toutes les missions secondaires. Ces missions, elles encouragent des actions non narratives. On peut avoir le point de vue de se dire que, par exemple, quand on tire la carte secondaire qui nous dit d'aller prendre le centre de la table, c'est une action narrative, puisqu'on doit envoyer une unité pour être sûr d'empêcher l'avance de l'adversaire, etc. Personne ne se raconte cette histoire dans la tête. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on est obligé de faire une avance à 6 et pour marquer 2 points. Et si on fait pas l'avance à 6, on marque pas ces 2 points. Ou alors on est obligé de se désengager d'un combat qu'on était en train de gagner avec, je sais pas, des tyrannides qui se seraient jamais désengagés narrativement pour qu'ils aillent se tenir debout dans un coin de la table et marquer 2 points. Ça tue complètement l'immersion dans le jeu, ce type d'action et ce type de fonctionnement quand on joue avec ce type de scoring.
Il y a aussi le fait que pour marquer des points de primaire, on est obligé de rester debout sur un objectif sans rien faire. Si on n'a pas la règle sticky objectif, objectif bouton, qui fait qu'une fois qu'on l'a sécurisé à 1, une phase de commandement, on le garde. Cette règle, elle devrait être par défaut dans tout le jeu, comme Age of Sigmar, pour permettre beaucoup plus de liberté de mouvement. Là, aujourd'hui, on se sent obligé d'avoir des unités dont le seul rôle, c'est de se cacher le mieux possible en restant debout sur un objectif. C'est pareil, en termes d'immersion narrative, ça manque un petit peu de fun. Et puis on a aussi un problème au niveau des listes d'armées qui est entraîné par ce jeu compétitif. C'est très facile aujourd'hui, grâce à Internet et à tous les contenus dont on a parlé, de trouver des listes de tournois qui performent très bien, même quand elles sont pilotées par des joueurs normaux qui ne sont pas des experts absolus. Et comme en plus l'équilibre interne de certains codex et de certains index est assez mauvais, on peut assez vite se retrouver avec du spam, 2 fois, 3 fois la même unité. On a pu le voir sur la liste de tournois des custos par exemple. Au lieu de jouer 100% custodes, on embarquait toujours soit un Canis Rex, donc un gros knight qui fait quand même un quart des points d'armée de l'armée, donc on joue plus custodes, on joue 3 quarts de custodes, ou alors on embarque systématiquement Kyria Draxus parce que c'est meilleur que les personnages que l'on peut avoir dans notre propre codex custodes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui devrait être résolu. On devrait avoir la grande majorité des listes custodes qui ne jouent que des custodes et certaines variantes de listes un peu expérimentales qui tentent d'intégrer des persos agents de l'Imperium. L'intégration des agents de l'Imperium ne devrait pas être systématique, tout comme les Space Marines du Chaos ne devraient pas systématiquement avoir des Nurglings. C'est des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas narratifs. Ce mauvais équilibre interne des livres d'armée fait que on se retrouve assez rapidement avec des listes qui spamment la même unité plusieurs fois, le même personnage plusieurs fois. C'est un style de jeu qui peut être super fun pour ceux que ça passionne, mais quand ça commence à déborder sur toutes les parties, ça peut devenir assez agaçant. Le dernier point dont je veux parler sur le fait que ce focus sur le compétitif crée un problème dans le jeu, c'est aussi quelque chose qui casse pour moi complètement l'immersion, c'est le fait que les personnages nommés sont des unités comme les autres, peuvent être incluses dans une armée comme on inclurait n'importe quelle unité de ligne, et en général, ils sont assez méta, ils sont assez puissants, ce qui fait qu'on se retrouve assez rapidement avec des armées Necrons qui ont quasiment systématiquement un Ctan, qui ont systématiquement le Roi Silencieux, ou les armées World Eaters qui ont systématiquement Angron, ou on a toujours Guilliman quand on joue Ultramarines. Des choses qui, moi, personnellement, m'agacent, parce que moi, j'aime bien jouer dans un cadre narratif, et je comprends pas pourquoi à chaque fois que j'affronte des tyrannides, j'ai la mort bondissante en face de moi, systématiquement, dans chaque liste, et à chaque fois. Ça n'est pas, pour moi, normal. Alors, est-ce qu'il faut revenir à comment c'était en 3ème édition, quand j'ai commencé à jouer, où il fallait donner son accord pour que l'adversaire emmène un perso nommé? Peut-être pas, c'est peut-être un peu extrême, même si j'aimais bien le concept, mais ce qui est certain, c'est que ces personnages devraient probablement pas être les plus efficaces, ils devraient probablement être un peu en dessous de ce qu'ils sont ou un peu plus chers pour que les gens ne les amènent que quand c'est vraiment amusant ou narratif et pas comme une unité qui de toute façon en standard est dans la liste parce que ça n'a pas de sens. Guilliman n'est pas sur les 1 million de planètes sur lesquelles les Ultramarines se battent et Angron n'accompagne pas toutes les bandes de World Eaters du monde. Ça n'est pas possible et donc il serait beaucoup plus logique de ne pas avoir ces unités aussi fortes qu'elles le sont actuellement, probablement même les rendre volontairement un petit peu moins bonnes, ou leur donner un coût en points tellement élevé que, elles ont des règles énormes, mais elles coûtent très cher, et donc on n'a pas forcément envie de les prendre à chaque fois. Maintenant que tout ça est dit, malgré ce focus sur le compétitif, il faut bien se rappeler que tout ça n'est pas obligatoire. On joue, la plupart du temps je pense, avec des amis, ou avec des connaissances, ou avec un groupe de jeu. Il est totalement possible de se mettre d'accord, si tout le monde est d'accord pour dire que le jeu est trop compétitif, on peut se mettre d'accord pour jouer sans rentrer dans ce mode compétitif. C'est pas parce que Games Workshop aimerait bien transformer le jeu en jeu très compète qu'on est obligé de suivre l'intégralité de ce qu'ils font pour les tournois. On peut en laisser plein de côtés. On peut jouer à 40 000 sans utiliser un patron de table Games Workshop, par exemple. On peut juste prendre le même nombre d'éléments de terrain et de décors que sur un de leurs patrons officiels et les placer sur la table pour limiter les couloirs de tir. On peut quand même raconter une histoire. Ça demande un peu plus de discussion en début de partie pour clarifier, je ne sais pas, que par exemple on ne voit pas à travers le premier étage des ruines parce que sinon c'est un peu trop facile, ou alors que ce bâtiment-là bouche la ligne de vue en hauteur complètement comme une ruine. On se met d'accord rapidement, ça prend 3 minutes, les règles du livre de règles sont assez claires sur comment utiliser quel terrain, donc ça c'est quelque chose qui est très simple à faire, on n'est pas obligé de jouer sur des tables symétriques en L, on peut se mettre d'accord avec son adversaire sans aucun problème. Il faut aussi se rappeler que les unités de légende sont parfaitement utilisables, sans l'accord de son adversaire. Quand vous jouez pas en tournoi,
vous pouvez jouer toutes les unités légendes que vous voulez. Alors certes, c'est pas forcément méta, elles n'auront pas de coût en points modifiés, elles ne sont pas dans l'appli officielle, on a déjà vu les problèmes potentiels, mais elles restent 100% jouables, et elles restent, globalement, pour certaines, très efficaces. Donc pas la peine de jeter ces figurines aux oubliettes, elles sont encore jouables. Et puis on peut aussi jouer pour le fun, on n'est pas obligé de faire des listes d'armées qui soient méta tournoi, avec une unité qui est là pour faire les secondaires, une unité qui a le sticky objectif, une unité qui peut faire tel et tel secondaire dès le premier tour parce qu'elle est assez bien placée, assez rapide. On n'est pas obligé de faire des mouvements bizarres en faisant une longue ligne de figurines qui du coup peuvent prendre 2 objectifs pour les sticky tous les deux. Il y a plein de choses qu'on peut s'épargner et on peut juste jouer en mode narratif quand on en a envie pour s'amuser. Une bonne solution par exemple, c'est jouer une armée en Highlander, où on n'emmène pas plus d'un exemplaire de chaque unité qu'on peut emmener. Là on en a un exemple par exemple sur la droite avec une liste Drukari, qui, c'est pas la mienne, c'est celle de Skari, je crois, un des joueurs tournoi. Il n'a qu'un seul exemplaire de chacune des unités qui est emmené ici. Il faut bien se rendre compte que Games Workshop n'oblige pas du tout à jouer sur un format compétitif. On a cette impression, parce que les contenus sur internet ne parlent que de ça, parce que Games Workshop tente de focaliser le jeu là-dessus, mais ils n'imposent absolument pas de jouer en compétitif. Vous n'êtes pas obligé de respecter leur patron de table, vous n'êtes pas obligé de faire des listes d'armées tournois de méta, vous pouvez jouer, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser leurs missions secondaires, vous pouvez simplement jouer sur des objectifs principaux, ou même partir du principe que vous jouez un jeu d'attrition, et que chaque unité détruite intégralement vous rapporte son coût en points de victoire, et à la fin de la partie, celui qui a tué le plus de l'adversaire a gagné. Rien ne vous empêche de jouer comme ça, c'est votre jeu, vos figurines et vos amis, vous définissez votre cercle de jeu et comment vous voulez y jouer. Donc voilà un peu ce dont je voulais parler sur cette partie compétitive de Warhammer 40 000. Moi je pense avoir trouvé un bon équilibre avec mes amis, c'est-à-dire qu'on construit nos listes en secret dans notre coin, on sait quelle armée on va affronter, mais la liste est construite en utilisant les détachements, on ne se donne pas quel détachement on va utiliser, donc on ne sait pas exactement ce qu'on va affronter, en tout cas quand on joue une armée qui a son codex et pas une armée qui est en index. Je n'utilise plus la majeure partie du temps les patrons de table WTC ou Games Workshop, je fais mes propres tables déployées en utilisant le même nombre d'éléments de décor et en essayant de boucher les lignes de vue de la même manière, et puis on joue avec les missions secondaires, mais moi je sais que je n'ai plus de scrupules à complètement ignorer une mission secondaire stupide qui n'aura aucun sens. Le tour où j'ai déclaré la WAG, je ne vais pas envoyer mes méga nobs contre un bord de table juste parce que j'ai oublié de mettre une unité à 6 pouces de ce bord de table au tour précédent. Donc voilà, tant pis, j'ignore le secondaire, je ne le marque pas, mais au moins je m'amuse et je fais ce que mon armée aurait fait narrativement. Ça ne m'empêche pas de gagner des parties non plus, hein, puisque mes adversaires jouent à peu près de la même manière aussi. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire, mais rappelez-vous toujours, ce n'est pas parce que Games Workshop essaie d'orienter vers le compétitif que vous êtes obligé de jouer vos parties comme si chaque partie était un tournoi, sauf si évidemment c'est ça qui vous fait marrer et c'est ça qui vous fait plaisir. En tout cas, je m'arrête là, merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé si vous avez regardé, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.